Salut Kanakavich, aujourd'hui je te parle des plumes et de leur utilisation par les autochtones d'Amérique. Et quand je dis autochtones, je pèse mon mot parce qu'en fait l'utilisation des plumes, c'est une pratique quasi commune à l'ensemble des peuples d'Amérique du Sud et du Nord. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi les plumes ont une si grande valeur pour les Premières Nations. Tu vas apprendre le système d'honneur établi par beaucoup de tribus pour récompenser les actes de bravoure au combat. On va aussi parler d'artisanat, de cérémonie, de soins et même de danse. Installe-toi bien confortablement, prends un petit café ou un petit thé, on part en voyage initiatique. On va commencer par les Aztèques et les Incas. Alors oui, je sais, tu veux savoir pour les Indiens des plaines. On va dire que ça, c'est un peu les préliminaires. Et des préliminaires sacrément hauts en couleur, parce que grâce à un réseau lucratif et continu surtout, les cités aztèques et incas, elles étaient alimentées en oiseaux d'Amazonie pour les besoins de leur artisanat. Là, dans l'histoire, on parle d'une centaine de milliers d'oiseaux chaque année, des perroquets, des haras, des calistes et autres passereaux. C'est carrément une industrie florissante, au cœur de laquelle les pochetecas, qui sont une sorte de marchands itinérants, s'enrichissent. Mais pourquoi autant de plumes pour des civilisations précolombiennes? Parce qu'en fait, elles rapprochent des dieux. Pour les Aztèques et les Incas, tout ou presque leur cosmogonie, c'est-à-dire leur divinité, ont des plumes ou un rapport avec les oiseaux, à part peut-être quelques dieux, comme le dieu de la nuit ou quelques autres, Donc, on retrouve un système d'élite dans ces cultures qui différencie les hommes des autres en fonction de leur parure de plumes. J'ai fait un... Plus les hommes portent des plumes, plus c'est coloré et plus ils sont proches des dieux et donc hauts dans la hiérarchie. C'est vrai pour la bourgeoisie, mais aussi pour les hommes du peuple, qui, par des actes de bravoure, à la guerre notamment, peuvent se faire offrir des présents comme des boucliers de plumes, des parures ou encore des boucles d'oreilles. Je te mets une photo d'ailleurs là, tu vas voir le truc de fou, elle est incroyable cette photo. Regarde-moi la finesse du travail sur ces boucles d'oreilles. Là, les couleurs que tu vois, c'est des plumes. Ou encore sur ce bouclier datant du XIVe siècle, qui est carrément une merveille d'artisanat, je trouve. D'ailleurs, en voyant ces œuvres d'art, je voulais faire une comparaison par l'absurde avec l'art européen. Mais bon, finalement, je trouve que c'était un peu débile, pas forcément comparable en plus. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que pour des sauvages, c'est un travail magnifique quand même. En revanche, c'est des éléments d'artisanat plutôt fragiles. Mais pourtant, tous ne manquent pas de s'en vêtir à la vie comme à la guerre pour incarner une autorité supérieure sur ceux moins pourvus, Alors avant de te parler des conquistadors, parce que eux ils sont connus, regarde-moi un peu cette image. Je trouve que cette coiffe, elle est absolument magnifique. Elle est faite en plume de quetzal et elle est portée par quelqu'un qui représente une divinité sur terre pendant les cérémonies. Alors par contre, écoute ça, parce que ça c'est incroyable, pas de chance, Au bout d'une année, cette même personne, elle est sacrifiée au nom de la divinité qu'elle représentait sur Terre. Depuis tout à l'heure, je te parle d'hommes qui portent des plumes. Mais les femmes aussi, elles pouvaient en être parées de plumes, mais moins colorées et moins chères, comme par exemple cette coiffe toute blanche, destinée à être portée par une future concubine ou une religieuse. On a des témoignages d'Européens qui ont assisté chez les Incas à des mariages royaux, au cours desquels les rues de la cité Cusco pouvaient être littéralement recouvertes de parures de plumes, de même que les murs et les toits des maisons. La mariée, elle était portée sur un espèce de palanquin, tu sais, cette espèce de boîte là, pour transporter les bourgeois, qui était recouvert de plumes et protégée par des ombrelles en plumes, elle aussi. Des plumes, je te dis, il y en avait partout, Pour assurer tout cet artisanat, les Aztèques, ils avaient créé une caste d'artisans appelée Amanteca, qui étaient des artisans dédiés au travail de la plume. Dans la cité de Tenochtitlan, il existait même un quartier exprès pour les artisans qui s'appelait le quartier Amantlan. Alors j'ai une prononciation pourrie, Amantlan, tu me diras dans les commentaires. Les belles plumes étaient chères et réservées aux élites, mais le petit peuple, il pouvait aussi utiliser des plumes plus petites, moins colorées, pour les actions du quotidien. Alors il y a un truc qui m'a fait marrer dans les sources que j'ai lues, je te les mets dans la description, comme d'habitude, tu peux aller voir sur mon site. C'est une comparaison qui dit que l'utilisation des plumes par les sociétés précolombiennes, c'est un peu la même que nous aujourd'hui avec nos smartphones. Les likes, les posts, les stories, eux, c'était des offrandes, des rites, des célébrations et de l'habillage. Faut imaginer qu'ils avaient toujours une petite poignée de plumes à dégainer selon l'occasion, Mais ils vont carrément plus loin en faisant des manipulations génétiques. je te jure, c'est des manipulations génétiques, ça s'appelle le tapirage. Et tu sais ce que c'est le tapirage? En gros, tu prends un oiseau, au pif un perroquet vert, tu arraches une petite touffe de plumes, tu vois, et sur sa peau nue, tu viens badigeonner une mixture à base de sécrétion de peau de grenouille, de graisse de poisson-chat ou de caïman, d'œufs ou de sang de tortue ou encore de la graisse de dauphin rose.
que tu mélanges à une pâte végétale contenant notamment des graines de roucou broyées. Alors je te rassure, la recette c'est un peu perdu, hein. Je suis pas certain qu'on ait réussi à la reproduire en labo, hein, pour des questions éthiques bien sûr. Hein. Et d'après Wikipédia, alors à prendre pour ce que c'est, hein, Wikipédia bien sûr, il n'existe qu'une seule tribu au Brésil qui pratiquerait encore le tapirage. Il s'appelle les Enauene Naue. Alors je te l'accorde, c'est un peu barbare comme truc, mais ça donne vraiment de jolies couleurs jaunes. Hein. Regarde, je te mets quelques photos là. Et n'empêche, je suis toujours... Attends, rafale de vent. Je suis toujours incroyablement étonné des procédés et des recettes trouvées par les peuples pour répondre à leurs croyances, leurs traditions ou ici leurs besoins d'innovation. Mais franchement, là t'imagines, là pour le coup, le type il est allé chercher de la graisse de dauphin rose. Non mais faut avoir l'idée quand même. Tout à l'heure je te parlais des conquistadors. Bon, ils ont pas mis 107 ans hein, pour comprendre que plus un type il était plumé, plus il était important. Hein. Du coup, dans les batailles et dans les sièges, c'était eux qui étaient visés en premier. Et comme il y avait cette notion de divinité qui était rattachée aux parures de plumes, ça paralysait les troufions sous leurs ordres, quoi. Hein. Donc pour les Espagnols, c'était plus facile de désorganiser ces peuples. La suite, on la verra plus en détail dans d'autres vidéos sur les Aztèques et les Incas. Alors pour finir avec ces sociétés précolombiennes, hein, ce qu'il transparaît, c'est que les plumes ont surtout une utilité esthétique, quoi, hein, et un rôle spirituel à peu près équivalent à peu importe l'oiseau dont elles sont extraites. Exception faite peut-être des plumes de Quetzal, dont l'oiseau représente littéralement la fusion entre les mondes du ciel et de la terre pour ces sociétés. Contrairement aux nations amérindiennes d'Amérique du Nord, qui elles prêtent une symbolique très forte en fonction de l'animal dont est issue la plume. Faut dire que beaucoup de mythes fondateurs mettent en scène des oiseaux bien précis. Hein. Les Inuits, par exemple, ils croient que la Terre a été créée par Tulugak, un grand corbeau descendu sur Terre quand elle n'était encore recouverte que d'eau. Les Chickasaw, eux, pensent que le grand esprit Ababilini a créé la Terre à partir d'une motte de terre très humide, remontée depuis le fond des océans par une écrevisse. Oui, oui. Et cette masse très molle, elle a attiré des oiseaux. Mais ils n'ont pas pu se poser, c'était trop gorgé d'eau, c'était pas possible. Par contre, en battant des ailes, quand elles se relevaient, ça formait les montagnes, et quand elles s'abaissaient, ça formait les vallées. Ce mouvement, il a fini par faire apparaître des arcs-en-ciel qui ont fini de sécher le monde. Il y a aussi la légende incroyable des oiseaux tonnerres, les espèces de gardiens qui nous protégeaient, qui ont protégé l'humanité, dont j'ai déjà parlé dans un précédent podcast que je te mets dans les fiches là, je suis jamais à droite à gauche. Bref, il y a beaucoup de mythes fondateurs d'Amérique du Nord dont un oiseau est l'élément central. Donc je vais pas tous te les faire ici parce que sinon on en a pour 25 000 ans. Par contre, je les ferai en podcast, ce sera beaucoup plus sympa. Alors maintenant, gros warning sur cette partie. Il n'y a pas de signification universelle pour chaque plume. Ce que je veux dire, c'est que aigle égale courage, chouette égale malheur, ce genre de conneries, c'est bien sur Internet, mais dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe hein, et propre à chaque tribu. Et là, je te parle même pas de nations hein, ou de groupes ethniques. Hein. C'est-à-dire que les Algonquiens, par exemple, hein, qui incluent entre autres les Cheyennes, les Mohicans, les Arapaho, les Ojibwés aussi, il y en a plein d'autres, hein, ils peuvent avoir des points communs, mais des croyances qui divergent et se spécifient en fonction de la géographie et des animaux disponibles à proximité, quoi. Donc comme pour la vidéo sur le scalp, je vais faire quelques généralisations. Mais il ne faut pas prendre ça comme étant commun à toutes les nations amérindiennes. C'est comme chez nous, hein, dans le sud, par exemple, on boit du 51, en Belgique de la bière, et en Russie de la vodka, on va dire. Pourtant, on peut dire que tous les peuples humains, ils boivent du liquide. Mais c'est réducteur, c'est moins précis, c'est moins drôle et surtout, c'est moins cliché. On a vu avec les Aztèques et les Incas qu'ils étaient approvisionnés par des marchands itinérants en oiseaux. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, il y a aussi un système de vassals qui reversent des tribus pour la protection. Et ces tribus, hein, donc des dons, quoi, hein, tu vois, pour garantir la protection, ils comportent des milliers de cages d'oiseaux vivants ou séchés. Mais pour les peuples d'Amérique du Nord, c'est pas la même chanson. Après 1600, il n'existe plus vraiment de très grandes civilisations dominantes dans ces régions. Hein. La dernière en date, c'est celle du Mississippi, qui donnera toutes sortes de petites ethnies dérivées, comme les Creeks, les Cherokees, et j'ai pas d'exemple en tête d'autres à te donner. Il y a énormément de connexions entre les peuples, mais pas vraiment de tissu commercial à grande échelle permettant l'exploitation continue d'une ressource de façon quasi industrielle comme les oiseaux d'Amazonie. Donc il faut les trouver les plumes et c'est pas le même travail, ce qui rend déjà la symbolique un peu plus forte. Les plumes on peut les trouver sur le sol, c'est alors considéré comme un présent des divinités qu'il faut honorer. Et selon les peuples, des cérémonies sont dédiées à ces plumes le jour même. Mais on peut être plus malin que ça. Comment tu penses que les Indiens des plaines fabriquent les panaches de plumes d'aigle?
T'en vois beaucoup, toi, des aigles voler? Moi, j'habite en montagne, hein. J'en vois régulièrement qui volent autour de moi, un ou deux, hein, tu vois, pas non plus énormément. Je suis pas certain que ce soit des aigles, et même avec un fusil, je pourrais pas les shooter tellement qu'ils volent haut. Alors avec un arc, j'imagine même pas. Pourtant, certains petits malins ont développé une technique quasi imparable pour choper des aigles. Ils creusent un grand trou dans le sol, suffisamment profond pour que plusieurs guerriers puissent y rentrer sans dépasser du sol. Ensuite, le trou il est recouvert de branchages et de feuilles mortes, et puis tapissé de restes d'animaux. Là, maintenant, il suffit d'attendre un peu. Et parfois, un aigle opportuniste, il descend, il se pose pour attraper la nourriture. Et là, le guerrier vif comme l'éclair, il n'a plus qu'à tendre son bras, transpercer le plafond de branchage pour saisir une patte de l'aigle, puis la seconde. En revanche, la tradition, elle dit qu'il faut jamais essayer d'attraper un aigle à tête blanche. Il se battrait jusqu'à la mort et causerait beaucoup de dégâts. Je tiens une confidence sur cette partie, au départ, je me suis complètement planté. En anglais, ils disent bald eagle. Donc moi, bêtement, j'avais traduit ça, sans vérifier, hein, par aigle chauve. Parce que bald en anglais, ça veut dire chauve, quoi. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est le fameux pigargue à tête blanche, le symbole des États-Unis, quoi. La technique de capture ou de création des fosses, elle diffère un peu selon les peuples, hein. Les Hidatsa, par exemple, ont tout un cérémoniel associé et les trappeurs d'aigles, ils sont seuls dans leur trou. Mais que ce soit chez les Hidatsa, les Mandan, les Sénéca, les Blackfoot, les Apaches, les Cheyennes, les Lakota ou encore les Cherokees, par exemple, et j'en oublie, hein, c'est sûr, hein, les plumes d'aigle, elles représentent un bien très précieux qui peut s'échanger entre les peuples. Chez les Hidatsa, les 12 plumes caudales d'un jeune aigle royal s'échangent contre un cheval. Alors comprenant un peu la manne financière, hein, tu vois, certaines tribus, elles gardent en captivité des aigles pour profiter d'une production continue de plumes hein, qu'ils utilisent et peuvent ainsi échanger. De façon générale, l'aigle il a une très forte symbolique pour les autochtones d'Amérique du Nord, comme la plupart des oiseaux de proie d'ailleurs. Hein. Mais l'aigle, c'est un peu le père de toutes choses. Hein. C'est l'animal le plus proche du créateur, celui qui fait le lien entre le ciel et la terre. Il est associé aux visions et aux esprits. Quand on le voit, du tabac peut être jeté de la main gauche en offrande. D'autres chantent ou tiennent des cérémonies le jour même. Mais la plume d'aigle, c'est pas un ornement gratuit. Elle est méritée, échangée contre une valeur. Alors ça peut être un cheval, hein, comme on l'a dit avec les Hidatsa, ou un acte de bravoure exceptionnel, comme par exemple chez les Lakota. Il existe d'ailleurs un ancien proverbe indien qui dit « Celui qui porte une plume ne ment pas ». C'est dire la symbolique commune qu'ils ont autour de ces plumes d'aigle. Ces plumes, elles sont pas choisies n'importe comment. Hein. Genre, par exemple, tu trouves un aigle mort par terre, tu vas pas le déplumer et t'en faire une coiffe, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Les plumes, elles doivent être soigneusement choisies parce qu'elles vont permettre aux divinités et aux ancêtres de reconnaître l'un des leurs depuis le ciel. Chacune de ces plumes doit témoigner de l'exception de l'homme qui les porte. Chez les Hopis, il y a même une volonté d'impressionner les dieux. On choisit d'ailleurs principalement les plumes d'un jeune aigle royal parce que la coloration est encore immature. Je te mets une photo là, hein. Tu vois dessous, en fait, tu as des plumes blanches avec le bout marron-noir. C'est surtout celles-là qui ont une valeur spirituelle forte, quoi. Les autres aussi, attention, hein, mais moins que celles-là quand même. Les Apaches, eux, ils les portent en collier, ainsi elles éviteraient à leurs porteurs de s'égarer. Dans leur croyance, la partie noire de la plume d'aigle représente le féminin, tandis que la partie blanche, le masculin. Elles sont utilisées pour influer l'un ou l'autre de ces courants dans la médecine ou sur la nature. Selon les crocs, quand on travaille avec une plume d'aigle, on dit la vérité, l'entière vérité. On est nu devant son pouvoir. Ce qui rejoint un peu l'ancien proverbe indien dont j'ai pas réussi à trouver l'auteur. Hein. Si jamais tu l'as, dis-le moi dans les commentaires, je suis preneur. Beaucoup de tribus utilisent aussi les plumes d'aigle pour renforcer la puissance d'objets magiques cérémoniels, comme par exemple des flèches particulières, arcs, calumets ou encore bâtons. En revanche, il ne faut pas croire que les Premières Nations attribuent un pouvoir à la plume en elle-même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces peuples, ils ont un positionnement, un rapport au monde qui est complètement différent du nôtre. La plume, c'est juste un pont, en fait, qui connecte l'esprit du porteur à celle de l'oiseau, qui lui-même est une expression du grand pouvoir de la création. Les Indiens, ils sont intégrés dans ce tissu vivant et spirituel. Ils peuvent un peu se brancher sur les canaux d'énergie de la création pour en tirer des bénéfices. Courage, force, guérison, etc. etc. C'est ainsi que chaque oiseau se voit rattaché à une signification, à des qualités, à des défauts qui sont exploitables par les peuples à travers les plumes. Pour les crocs, par exemple, hein, le colibri, qui n'est pas un animal impressionnant, hein, avec des toutes petites plumes, petites, mais qui possède l'un des pouvoirs les plus puissants de tous les oiseaux. Ces plumes sont utilisées pour guérir les plaies les plus larges ou les maladies les plus résistantes. Pour les Cherokees, la chouette représente tout un tas de choses plutôt sombres, négatives
et elle était carrément messagère de guerres futures. Je ne vais pas rentrer dans les détails des 3 mondes ou 3 royaumes Cherokee, hein, ça on le verra quand on parlera des Cherokees dans une série. Pour les tribus de l'Est, hein, comme les Séminoles, le héron il est perçu comme un symbole de patience et de chance. Hein. Un pêcheur qui en verrait un, par exemple, considère que c'est un signe de bonne pêche future. Et du coup, porter des plumes de héron, ça permet un peu de s'attribuer les qualités de l'oiseau. Osceola, par exemple, il en portait 3 en permanence sur son turban. Alors je t'ai parlé de l'aspect spirituel des plumes pour que tu y arrives à ce stade de la vidéo en ayant en tête toute la valeur symbolique qu'il y a derrière cet objet. Donc maintenant, si je te parle d'un éventail de fumigation, tu comprends que les plumes choisies puissent influencer les énergies en fonction de l'intention du chaman ou de l'homme médecine. Par exemple, un éventail avec les 7 premiers doigts d'un jeune aigle est très puissant en médecine. Paradoxalement, en revanche, les plumes utilisées pour les flèches, hein, les flèches qu'on tire sur l'ennemi, elles ne portent pas de symbolique particulière, Elles sont coupées, fixées, collées et un peu considérées comme du consommable. Pour les plumes de flèche, en l'occurrence, ils utilisent des plumes de buse, de hibou, de dinde, d'oie, de pique ou de pintade. Enfin, on arrive à l'aspect le plus connu de l'utilisation des plumes par les Amérindiens, hein, le mérite à la guerre. Et là, je viens de généraliser. C'est pas les Amérindiens, c'est principalement les tribus des plaines d'Amérique, hein, les Sioux, les Cheyennes, les Crocs, les Blackfeet, les Arapaho, et j'en oublie encore plein. C'est pas non plus que le mérite à la guerre, hein, ça peut être plein d'autres choses en fait. Hein. La capacité à diriger un groupe, tuer un ours, je sais pas, parler avec sagesse lors d'un conseil, mettre au point une stratégie gagnante, sauver un compagnon aussi. Enfin voilà, il y a plein de prétextes possibles. Les plumes, elles sont ainsi données en fonction de l'exploit accompli. Alors selon les tribus, il y a toute une cérémonie associée qui permet de charger encore plus en énergie la valeur de la plume. L'homme se voit alors le droit de disposer de cette plume comme bon lui semble. Elle sera souvent conservée et attachée sur un objet de valeur, hein, ou portée dans la coiffe. Il s'agit toujours de plumes de jeune aigle royal que l'on façonne pour raconter une histoire du guerrier. Alors je vais te filer quelques exemples, hein, mais ce ne sera pas exhaustif, sinon ça va être un listing, ça va être chiant pour tout le monde. Alors une plume par exemple avec une tache rouge, ça correspond à un ennemi tué, jusqu'à 3 points sur la même plume. Ensuite, on doit changer de plume pour faire des traits sur la tige, ce qui représente 4 ennemis tués. Une plume sans peinture mais avec une espèce de touffe au bout là, ça représente chez la Hadza Sioux que le porteur a été le premier attaqué et a tué un ennemi. Une petite marque sur le côté, ça indique que le porteur a été le deuxième à attaquer l'adversaire. Chez les Dakota, une plume dont le bout est coupé, hein, indique que l'adversaire a eu la gorge tranchée. Une plume toute peinte indique aussi que le porteur a été blessé au combat. La façon de porter la plume est également très importante. Par exemple, une plume d'aigle insérée horizontalement dans la chevelure indique que le porteur a touché, sous les yeux de ses adversaires, un ennemi vivant ou mort. De l'autre côté, une plume insérée verticalement signifie que le porteur a tué un ennemi par la force de ses poings. Alors maintenant, tu le connais sûrement, mais je te présente Sitting Bull. Tu vois les 2 plumes là, elles sont horizontales. Donc ça veut dire qu'il a tué 2 ennemis à main nue. Si on regarde au bout, on voit à gauche ce qui ressemble à du crin de cheval et à droite du duvet. Ce qui veut dire qu'il a attaqué en premier. Donc ce gentil monsieur dont les Américains pouvaient se moquer, et notamment à cause des spectacles de Buffalo Bill, c'était un guerrier redoutable. Allez, un autre, Scabby Bull. Il est moins connu celui-là, c'est un Arapaho, hein. Il a une plume horizontale. Ce qui veut dire, quoi? Vas-y, dis-moi en dessous dans les commentaires si tu te souviens ce que j'ai dit. Non, triche pas, ne fais pas retour en arrière. Allez, je t'aide, il y a 2 choses à relever. La première, la position. Ça veut dire qu'il a touché sous les yeux de ses adversaires un ennemi vivant ou mort. La deuxième chose à relever, mais pas facile, hein, parce qu'il y a encore un petit peu de blanc, hein, c'est que la plume, elle est totalement peinte. Ça veut dire quoi? Que le porteur, il a été blessé au combat. Ou sinon, troisième option, parce que c'est pas facile, la photo est en noir et blanc, ça peut être une plume complètement naturelle, hein, qui est non peinte, hein, mais qui provient de la queue d'un pigargue à tête blanche d'environ 2 ans. Alors non, je suis pas ornithologue, hein, je te rassure, mais plus l'aigle vieillit et plus les plumes de sa queue blanchissent. Donc c'est pas trop facile à voir sur cette photo. Je te mets une photo comparative des différents âges de l'aigle, hein, avec les différentes teintes de la peinture, tu vas voir. Il est possible que ce soit ça, quoi. Mais bon, tout ça, c'est des interprétations modernes, un peu simplistes, hein, et là, en plus, j'ai utilisé le référentiel du bouquin Mœurs et Histoire des Indiens d'Amérique du Nord pour analyser un Sioux Hunkpapas, Sitting Bull, et un Arapaho, Scabby Bull, hein, qui sans doute, ils avaient des variations dans leur système de représentation du mérite, quoi.
Le niveau ultime de ce mérite, c'était quand le guerrier il disposait de suffisamment de plumes pour constituer un panache. Alors moi je préfère l'appellation anglaise war bonnet, qui se traduit par coiffe de guerre, même si c'est jamais utilisé à la guerre, hein, parce que c'est carrément pas pratique en fait. Ce war bonnet, il est constitué selon les sources de 24 à 36 plumes, avec une version dite classique qui comporterait 28 plumes correspondant aux 28 côtes du bison, aux 28 jours nécessaires au renouvellement du cycle de la Lune. Majoritairement en plumes d'aigle, il existe aussi des versions en plumes de vautour et de dinde que je trouve absolument magnifiques, notamment chez les Dog Soldiers Cheyenne. Et selon les cérémonies, on pouvait aussi mettre un war bonnet sur un cheval. J'ai une gravure de ça, je vais te la montrer. Les Cheyennes et les Indiens des forêts fabriquaient aussi des crêtes qui étaient constituées de crins de cheval, de pics de porc-épic ou de poils de biche hérissés, souvent agrémentés de plumes. Bon, je vais te passer les étapes de conception, on n'est pas sur un tuto do it yourself, mais je vais te mettre les images de mon bouquin sur le sujet, tu vas voir, elles sont colorées, elles sont sympas, elles sont cool. En fait, le war bonnet, il y a énormément de façons de le constituer selon les tribus. Les Mandan, ils utilisent le haut d'un crâne pour fixer des plumes dessus. D'autres utilisent le crâne d'un bison qu'ils agrémentent d'une traîne de plumes. Mis à part la crête cheyenne, la quantité de plumes sur un war bonnet semble un peu coïncider pour à peu près toutes les tribus au rang social de son porteur. C'est en fait une véritable hiérarchie militaire qui s'établit avec les plumes qui font office de grade dans la société. De nos jours, les plumes elles sont soigneusement choisies pour agrémenter les tenues des danseurs et danseuses dans les powwows. Plus que la signification, c'est surtout la beauté et la façon de bouger qui intéressent les créateurs de regalia, qui est le nom non offensant pour dire costume. Les plumes d'aigle, elles sont pas utilisées d'ailleurs sur ces regalia, et si elles le sont, c'est par des hommes qui les ont gagnées. Alors j'ai trouvé un truc dans une seule et unique source, donc à prendre avec des pincettes, si quelqu'un peut bien me confirmer l'info, s'il est au courant, ce serait cool, je l'ajouterai dans le commentaire épinglé pour confirmer. Mais apparemment, dans les powwows, si une plume d'aigle tombe d'un regalia, tout le festival est arrêté pour permettre aux aînés de conduire une cérémonie spéciale afin de le ramasser avec respect. Alors je terminerai sur ça, les plumes c'est cool, franchement c'est super beau, les war bonnets c'est la classe, ça fait tout de suite illusion, mais faut pas les porter, c'est irrespectueux, c'est un peu, si on devait faire une analogie, c'est un peu comme si tu avais une meilleure pote ou un meilleur pote qui a travaillé 6 mois, c'est long sur la conception d'un design unique pour un tatouage intégral du dos. Il ou elle le fait finalement à Noël, ça lui coûte énormément d'argent, économisé pendant une année complète. Mais le tatouage, à l'arrivée, il est réussi, il est très très beau. Toi, tu vois ton ou ta pote et tu prends une photo de son dos. Et la semaine suivante, tu vas faire le même tatouage sans son accord. C'est carrément un sacrilège, c'est honteux, c'est déshonorant pour toi, et en plus de probablement briser ton amitié avec ton ou ta pote. Bon, tu vois, ce sentiment merdeux là que tu devrais avoir à ce moment-là, c'est ce que tu devrais ressentir en mettant un war bonnet. C'est juste pas pour toi, tu n'as pas gagné le droit de le porter, tu ne l'as pas mérité. C'est la fin de cette vidéo, dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Si tu veux aider la chaîne à avancer, j'ai une page Tipeee qui t'explique le projet Clan et Tribu. Tu peux aussi t'abonner sur YouTube ou rejoindre les membres du conseil. Je te